Je me souviens du bruit exact qu'a fait le stylo en heurtant la table. Un petit clic sec, presque innocent, comme si rien de grave ne pouvait arriver à partir d'un geste aussi banal. Ma fille m'a regardé en haussant les sourcils, avec ce sourire de façade qu'elle utilise désormais chaque fois qu'elle veut obtenir quelque chose. Elle a tiré la chaise en face de moi, s'est assise avec une grâce étudiée, puis une main froide, parfaitement manucurée, qui n'avait plus rien de la petite paume chaude qui cherchait la mienne autrefois. Maman, signe-la, c'est juste une petite procuration, pour t'aider à gérer. Tu sais bien que tu n'y arrives plus. Ces mots, prononcés avec une douceur presque mielleuse, m'ont transpercé plus sûrement qu'un coup de couteau. Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais su répondre aux humiliations cachées dans les phrases polies. Je l'ai regardé, simplement. Ses yeux, autrefois vifs et rieurs, avaient cette opacité distante qu'on réserve aux choses inutiles. J'ai senti mes doigts trembler légèrement. Elle a glissé la feuille devant moi, avec le même geste qu'on utilise pour glisser un contrat sous le nez d'un client distrait. Et c'est là que j'ai vu l'horreur. La procuration était en blanc. Aucun montant, aucune limite, aucune date. Juste ma signature à apposer, pour qu'elle puisse, littéralement, devenir moi. Tu peux avoir confiance, maman. Elle a dit cela en se penchant un peu, comme si elle parlait à une vieille femme sénile qu'on doit rassurer. Je n'ai pas parlé. Je n'avais plus de voix, pas celle qu'elle aurait entendue. En tout cas, elle a pris le stylo, l'a placé dans ma main, comme on guiderait la main d'un enfant. Devant moi, la feuille blanche me renvoyait ma propre vulnérabilité. Et, Dieu me pardonne, j'ai signé. J'ai senti quelque chose mourir en moi, un fragment de cette confiance que j'avais toujours portée à mes enfants, malgré tout, malgré les disputes, les distances, les non-dits. J'ai signé par peur, par fatigue, par ce réflexe absurde qui nous pousse à obéir à nos enfants pour ne pas les contrarier. J'ai signé parce que je ne voulais pas, encore une fois, qu'elles disent derrière mon dos: maman devient vraiment difficile. Elle refuse même qu'on l'aide. Lorsqu'elle est partie, la procuration soigneusement rangée dans son sac, elle m'a embrassée du bout des lèvres. Je t'appelle demain, maman. Elle n'a pas appelé. Le silence qui a suivi son départ m'a enveloppée comme un drap humide. La maison semblait soudain trop grande, trop vide, trop éclairée même. J'ai regardé longtemps la table où je venais de perdre un morceau de ma liberté. Mon cœur battait lentement, comme s'il essayait de me dire quelque chose que je refusais d'entendre. C'est en me levant que j'ai senti mes jambes trembler. J'ai fermé la porte à double tour, geste absurde, car ce n'était pas le monde extérieur qu'il fallait craindre, mais la main qui venait de sortir en tenant mon avenir dans une chemise beige. Je suis allée jusqu'au buffet, celui où je range les dossiers importants, depuis toujours classés par couleur, une manie dont tout le monde rit. Je garde tout. Factures, papiers d'assurance, lettres de mon mari, même les premiers dessins de mes enfants. J'y ai glissé une copie du document, que j'avais eu le réflexe de demander pour mes archives, comme j'ai dit à ma fille, d'une voix sèche qui ne m'a pas échappé. Ce soir-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai marché d'un bout à l'autre de mon salon, avec cette sensation étrange de flotter dans un espace qui n'était plus vraiment le mien. La pendule murale battait comme un cœur épuisé. Je me suis assise, relevée, assise encore. Je me suis même surprise à murmurer des phrases incohérentes, comme si une autre femme parlait à travers moi, une femme que je ne connaissais pas encore. Vers 4 heures du matin, j'ai pris mon manteau et je suis sortie quelques minutes dans le jardin. L'air était glacial. Je me suis accrochée à la rambarde du petit escalier de pierre. Le lilas que j'avais planté il y a 30 ans était nu sous la lune. Je me suis sentie aussi démunie que lui. Et là, dans ce froid bleu, j'ai compris, ce n'était pas pour m'aider. Rien de ce qu'elle avait fait récemment n'était pour m'aider. Chaque geste, chaque phrase, chaque visite courte et trop aimable participait d'un plan que je n'avais pas vu. Un plan pour me gérer, pour me diriger, pour me posséder. Cette prise de conscience a été violente, presque physique. J'ai senti mes doigts se raidir sur la rambarde. Le vent m'a fouetté le visage. Je n'ai pas pleuré. Je suis rentrée. J'ai allumé la petite lampe du salon et j'ai posé la procuration sur la table. Je me suis assise devant, droite comme un juge, et j'ai relu chaque mot, chaque blanc, chaque ligne vide.
Un détail m'a frappé. Son écriture, présente par endroits, ressemblait étrangement à une écriture qu'on veut rendre officielle. Elle savait ce qu'elle faisait. Alors j'ai fait ce que personne, pas même ma fille, ne m'aurait imaginé capable de faire. J'ai pris mon carnet noir, celui que je n'utilise que dans les moments graves, et j'ai écrit la date, l'heure, la phrase qu'elle avait prononcée, l'état exact du document. Puis, à 7 heures du matin, j'ai composé un numéro que je connaissais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais eu le courage d'utiliser, celui d'un avocat. Quand j'ai raccroché avec le secrétariat de l'avocat, un certain maître Delorme, qui m'a donné rendez-vous pour le surlendemain, j'ai posé le téléphone très doucement, comme si l'appareil était en cristal. J'avais le cœur qui battait vite, mais une étrange clarté venait de s'installer en moi. Je venais de faire quelque chose d'inimaginable pour la femme que j'avais été pendant 70 ans, demander de l'aide ailleurs que dans ma famille. Je me suis laissé tomber dans le vieux fauteuil près de la fenêtre, celui où mon mari lisait le journal. La lumière du matin entrait en biais, découpant dans la poussière des petits grains d'or qui dansaient lentement. J'ai fermé les yeux, et mon esprit est retourné, comme il le fait souvent, là où tout a commencé. La maison, lui, et les enfants. Quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 23 ans. Je travaillais comme vendeuse dans une petite boutique de tissus au centre-ville. Il entrait toujours en fin de matinée, jamais pressé, avec cette façon de regarder autour de lui comme si chaque objet avait une histoire. Il venait acheter des boutons, des fermetures éclairs, du fil, parce qu'il était menuisier de métier mais bricoleur de cœur. Il réparait tout, même ce qui n'était pas cassé. Un jour, alors que je pliais des coupons de lin, il m'a demandé « Et vous, madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir si vous pouviez choisir ?» J'ai répondu sans réfléchir « Une maison à nous, pas grande, mais avec un jardin et un lilas. » Il a souri, ce sourire un peu de travers que j'aimais tant. « Alors il nous faudra un très beau lilas. » Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, dans une petite église blanche. Il pleuvait, mais je n'ai jamais trouvé la pluie aussi lumineuse. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de projets. Il travaillait tard. Je faisais des ménages le soir pour arrondir les fins de mois. Nous avons trouvé cette maison, celle où je suis encore aujourd'hui. À l'époque, elle paraissait trop grande pour nous deux. Les pièces résonnaient. Nous avons mis des journaux par terre avant de pouvoir nous payer un vrai carrelage. Puis, les enfants sont arrivés. D'abord Paul, puis 2 ans plus tard, elle, ma fille. Celle qui, des années plus tard, poserait une procuration en blanc devant moi. Petite, elle était vive, têtue, terriblement sensible. Elle avait ces colères fulgurantes d'enfant qui ne supportent pas l'injustice. Je me souviens d'une fois, à l'école primaire, où elle était revenue en larmes parce qu'une maîtresse l'avait accusée à tort d'avoir copié sur sa voisine. Elle avait lancé son cartable dans le couloir en disant « Ce n'est pas juste, personne ne m'écoute ». Je l'avais prise dans mes bras. J'avais promis, ce jour-là, que moi, je l'écouterais toujours. Je me rends compte aujourd'hui de l'ironie cruelle de cette promesse. Notre vie était simple, presque rude parfois, mais tissée d'habitudes qui, à l'époque, me semblaient éternelles. Le dimanche, mon mari préparait un poulet rôti, et nous mangions tous les 4 dans la salle à manger, la fenêtre ouverte sur le jardin. Les enfants couraient dehors ensuite, inventant des mondes entre les lilas et le vieux cerisier. Je faisais les comptes le soir, assise à la table de la cuisine, avec mon carnet vert. Je notais tout, les factures payées, les petites dettes, les économies, même les pièces jaunes que je mettais de côté dans une boîte en fer. Je ne gagnais pas beaucoup, mais chaque franc était surveillé comme un enfant. Mon mari disait en riant « Avec toi, on pourrait confier la Banque de France, Denise. » Je souriais, un peu fière. J'aimais l'idée qu'on puisse compter sur moi, qu'on me fasse confiance. Les années ont passé. Les enfants ont grandi. Paul, l'aîné, était plus doux, plus conciliant. Il acceptait les compromis, les demi-mesures. Ma fille, elle, voulait toujours plus de liberté, plus d'attention, plus d'objets aussi. À 15 ans, elle travaillait déjà l'angle du chantage affectif à la perfection. Si vous m'aimiez vraiment, vous m'achèteriez.
je cédais souvent. Mon mari, lui, se fâchait. On ne peut pas tout donner à un enfant, Denise. Il faut des limites. Mais j'avais peur de voir dans les yeux de ma fille ce regard absent qu'ont certains adolescents pour leurs parents. J'avais peur qu'elle se détourne. Alors je donnais. Du temps, de l'argent, des excuses, des justifications. Peu. Être que tout a commencé là. Je revois notre vie comme un film un peu jauni. Les vacances à la mer une seule fois en 20 ans. Les étés passés à repeindre les volets. Les Noëls serrés mais chaleureux. Le jour où nous avons fini de payer le crédit de la maison, mon mari avait acheté une bonne bouteille de vin. Il avait posé le dernier papier de la banque sur la table et m'avait dit « Voilà, ma vieille, c'est à toi, maintenant. Même si je ne suis plus là un jour, tu auras ça. Tu ne dépendras de personne. » Cette phrase, prononcée d'une voix tranquille, a imprimé quelque chose de très fort en moi. Cette maison, ce toit, ces murs blanchis par mes mains, c'était ma sécurité, mon ancre. Je l'ai porté comme un secret dans mon cœur. Je ne dépendrai de personne. Mais la vie a ses propres ironies. Mon mari est parti le premier, emporté par une maladie trop rapide pour que nous puissions vraiment comprendre ce qui nous arrivait. Je me suis retrouvée seule dans cette maison soudain bien trop grande. Les enfants avaient déjà leur vie à eux. Paul habitait à 2 heures de route, avec une femme timide et gentille. Ma fille, elle, s'était installée en ville, dans un appartement moderne. Elle travaillait dans les assurances, dans les contrats comme elle disait, sans jamais vraiment détailler. Au début, elle venait souvent, avec des sacs pleins de courses, des plats préparés. « Tu ne peux plus faire tout ça toute seule, maman. Je t'aide. » J'étais touchée. Je croyais y voir de la tendresse. Je me trompais peu, être déjà assise dans mon fauteuil ce matin-là. Après avoir pris rendez-vous avec l'avocat, je revoyais tous ces moments comme on pose des photos sur une table, l'une après l'autre, les bougies d'anniversaire, les bulletins scolaires, les disputes sur le couvre-feu, la première fois où elle avait prononcé le mot « procuration » sans que j'y prête attention. « Maman, tu devrais me donner une procuration, tu sais, au cas où. Comme ça, je pourrais t'aider à gérer les factures, les contrats, tout ça. » Tout ça, 2 mots qui recouvraient ma vie entière. Je me suis demandé, ce matin-là, si j'avais raté quelque chose, si j'avais élevé une fille égoïste en croyant lui offrir de la sécurité. Le tic-tac régulier de la pendule m'a ramené au présent. J'avais rendez-vous dans 2 jours avec un homme dont le métier était de donner des mots aux injustices et des limites aux abus. Je n'avais plus mon mari pour dire « On va régler ça, ma vieille », mais j'avais encore quelque chose de précieux, que je croyais perdu, le réflexe d'ouvrir un carnet, d'écrire, de dater, de comprendre. Je suis allée chercher mon carnet noir. J'ai tourné la première page, où j'avais noté la phrase de ma fille, et, juste en dessous, j'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai appelé un avocat. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que je ne serai plus jamais celle qui signe sans lire. » En refermant le carnet, j'ai senti une femme plus jeune se lever en moi, une femme que j'avais été autrefois, quand je tenais mon destin à bras-le-corps, quand j'étais capable de commencer une vie avec rien d'autre qu'une promesse et un lilas à planter. Je n'étais plus seulement une mère. J'étais, de nouveau, une femme qui allait se battre à sa manière. Pendant longtemps, j'ai cherché à comprendre quand les choses avaient basculé entre ma fille et moi. Il n'y a jamais un jour précis, un moment unique où tout s'effondre. Ce sont plutôt de minuscules fissures qui se creusent, presque invisibles, jusqu'à ce qu'un mur entier s'écroule d'un seul coup. Ce matin-là, avec mon carnet noir encore ouvert devant moi, j'ai revisité ces petites fissures, une à une, comme on touche du doigt les craquelures d'une vieille porcelaine. Le premier signe avait été presque imperceptible. Un jour, elle était venue avec un nouveau téléphone portable qu'elle avait acheté pour moi. « Tu ne peux plus continuer avec ton vieux truc, maman. Tiens, celui-là est simple, tu verras. » J'avais protesté doucement, mais elle avait déjà commencé à configurer l'appareil, inscrivant son propre numéro partout, ajoutant des applications que je n'utiliserais jamais. Elle avait rangé mon vieux téléphone dans son sac, sans même me demander « Je vais le recycler. Ce n'est plus de ton âge. Ce n'est plus de ton âge. » C'était la première fois qu'elle prononçait cette phrase, mais certainement pas la dernière. Puis,
il y avait eu les clés de la maison. Un soir d'hiver, alors qu'elle venait m'apporter une soupe toute prête, elle avait dit « Mes collègues disent tous que c'est dangereux que tu vives seule. Je garde un double de tes clés. On ne sait jamais. » Je n'avais pas osé dire non, mais le lendemain, en retrouvant le trousseau posé différemment sur le buffet, j'avais compris qu'elle était entrée pendant mon absence, sans prévenir, juste pour vérifier ou pour prendre des repères. Ensuite, il y avait eu les remarques, d'une douceur empoisonnée. « Tu devrais être renoncé à conduire, maman. Tu commences à avoir du mal, non? Alors que je conduisais encore très bien. Ou tu mélanges un peu les choses ces temps-ci. C'est normal à ton âge. » Alors que je ne mélangeais rien. Ou encore, je vais gérer tes factures. Tu ne comprends plus grand-chose. Alors que j'avais fait les comptes de la maison pendant 40 ans, sans jamais commettre une seule erreur. Le plus douloureux, ce n'étaient pas les mots eux-mêmes, mais la façon dont elle les disait. Avec cette certitude tranquille que j'allais finir par perdre pied et qu'il lui revenait naturellement de prendre les commandes. Il y avait eu aussi ce déjeuner, il y a quelques mois. Le repas avait été correct, mais ses yeux avaient passé plus de temps sur son téléphone que sur moi. À un moment, sans lever la tête, elle avait dit « Il faudrait vraiment qu'un jour tu me donnes une procuration, maman. C'est normal, tu sais. Les gens de ton âge le font tous. » J'avais ri nerveusement. Je ne suis pas encore à la retraite de mon propre cerveau, tu sais. Elle avait levé les yeux, agacée, comme si j'étais une enfant qui refusait de manger ses légumes. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Mais l'amour maternel est parfois sourd. Il y avait eu aussi les visites écourtées. Avant, elle restait des heures, parlant de son travail, de ses projets. Maintenant, elle arrivait avec un sac de courses, vérifiait les dates de mes yaourts, soupirait devant mon frigo et repartait en disant « Je n'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai une réunion. » C'est étrange. Comme la présence de quelqu'un peut être plus pesante lorsque cette personne n'est plus vraiment là. Elle m'assommait de conseils, d'injonctions, de recommandations, comme si ma vie n'était plus qu'une liste de choses à corriger. Et pourtant, elle ne me voyait plus, plus vraiment. Elle ne m'écoutait plus. Elle évaluait, diagnostiquait, décidait. Le pire peut être. Ce fut le jour où elle avait apporté un classeur bleu avec des intercalaires. « Ce sont tous tes papiers, maman. Je les ai rangés pour toi. On va faire un peu d'ordre. » Elle avait tout sorti de mes tiroirs sans me demander. Elle avait classé, étiqueté, déplacé. Je la regardais faire, muette. Quand elle était partie, j'avais eu du mal à retrouver les documents que je cherchais. Mon propre système de rangement avait disparu. Avec lui, une partie de ma liberté. Et puis, il y avait eu cette phrase prononcée un soir, où elle m'avait trouvée fatiguée, les mains encore pleines de terre, parce que j'avais passé l'après-midi à désherber le jardin. Un jour, on devra vraiment décider ce qu'on fait de toi, maman. Elle l'avait dit sur un ton tellement naturel que cela m'avait glacée. Ce qu'on fait de toi, comme si j'étais devenue un objet encombrant. Quand j'y repense maintenant, cette procuration en blanc n'était pas le début. Elle était la conséquence, la conclusion logique d'une longue série de petites dépossessions invisibles, celles qu'on ne voit pas venir, parce qu'elles se cachent derrière des gestes pour ton bien. Il m'a fallu cette nuit d'insomnie pour comprendre que ma fille ne m'aidait pas. Elle me remplaçait. Et plus elle avançait dans sa carrière, plus elle voulait tout contrôler. Moi comprise. Je n'ai jamais été naïve, mais j'ai été mère avant d'être femme. Et une mère pardonne, minimise, excuse, se tait. Je croyais protéger la paix familiale. En réalité, je m'effaçais peu à peu. À 7 heures du matin, je me suis regardée dans le miroir du corridor. J'ai vu une femme aux cheveux gris, fatiguée, mais le regard solide. Une femme qui venait d'ouvrir les yeux. Une femme qui, pour la première fois depuis longtemps, n'avait plus peur de déplaire. Et je me suis dit à voix basse, « Assez. La vie a parfois une manière étrange de nous réveiller. Pas par un grand fracas, mais par un détail si discret qu'il devient soudain une explosion silencieuse dans la poitrine. Pour moi, ce détail-là est arrivé 2 jours après que j'ai signé cette maudite procuration. Un matin gris, un matin quelconque, un matin où je croyais encore avoir un peu de contrôle. J'étais assise dans la cuisine, en train de payer ma facture d'électricité, quand j'ai remarqué un changement minuscule,
Les relevés bancaires ne m'étaient plus adressés comme d'habitude. Le courrier, ce jour-là, avait été ouvert. L'enveloppe était déchirée sur le côté, pas décachetée. Une ouverture nette, au cutter, comme on le ferait dans un bureau. Mon cœur a fait un bond. Ce n'était pas mon geste. Je n'ouvre jamais une lettre ainsi. J'ai pris le document entre mes mains. Et là, j'ai senti mes doigts se refroidir. Une opération inhabituelle figurait sur mon compte. Un prélèvement pour un service que je n'avais jamais demandé. Assistance premium. Gestion de patrimoine simplifié. Je n'ai aucun patrimoine à gérer, juste une maison et une pension modeste. J'ai relu 3 fois, 5 fois. La date correspondait à la veille, celle où ma fille était venue seule dans la maison pendant que j'étais au marché. Mon souffle s'est coupé. Il y avait une note au dos du papier. Procuration validée. Une phrase simple, administrative, froidement efficace. Je me suis levée brusquement, la chaise raclant le carrelage. J'ai senti une vague de chaleur monter en moi, puis une autre, glacée, qui m'a laissée tremblante. C'était la première fois que je voyais concrètement l'effet de cette signature que j'avais posée presque machinalement sous le poids de l'humiliation et du chantage affectif. J'ai tourné dans la maison comme une âme en peine. J'ai vérifié mes tiroirs, mes classeurs. J'ai constaté des décalages minuscules. Un dossier déplacé, une chemise inversée, un contrat remis dans une autre pochette. Des choses que seule une personne extérieure aurait pu manipuler. Une personne qui se permettait de fouiller dans ma vie. Ma propre fille. Puis j'ai ouvert le placard du salon. Le choc m'a frappé comme une gifle. Le carnet vert de mon mari n'était plus là. Celui où il notait les dépenses du foyer, notre crédit, les échéances, les garanties du prêt de la maison. Je le garde dans ce placard depuis des décennies. Personne ne le touche. Personne. J'ai fouillé partout. Je l'ai cherché pendant 20 longues minutes. Puis j'ai compris. Elle l'avait pris. Je me suis assise par terre, au milieu du salon, comme une vieille femme perdue. Mes mains glissaient sur le tapis, sans que je m'en rende compte. Je sentais la panique monter. Cette panique sourde de perdre quelque chose de plus que des documents. Perdre ma dignité, mon histoire, ma place, mon autonomie. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. La colère me tenait debout. Ça suffit, ai-je murmuré dans le silence de la pièce. Je suis montée dans la chambre. J'ai ouvert mon armoire, là où j'avais rangé mon grand sac à main en cuir, celui que je garde pour les grandes occasions. Je l'ai rempli de dossiers, de copies, de petits papiers que j'ai arrachés presque frénétiquement des classeurs. Mon livret de famille, mon contrat d'assurance vie, ma carte d'identité, mon relevé de compte du mois précédent. C'était la première fois que je rassemblais mes papiers, non pas pour les ranger, mais pour me défendre. Puis, j'ai vu quelque chose dépasser du tiroir de ma table de nuit, une enveloppe beige. Je l'ai ouverte. J'ai reconnu immédiatement l'écriture de ma fille. À l'intérieur, un formulaire prêt, rempli de demandes de gestion bancaire totale. Ne manquait que ma signature. En bas, un petit post-it jaune. On fera ça ensemble, maman. C'était ça, la goutte d'eau, cette évidente anticipation, cette stratégie glacée, cette volonté de m'organiser. Moi, comme on organise un dossier. Cette façon de me réduire à un ensemble de comptes, de factures, de contrats. Je me suis demandé, à quel moment étais-je devenue un patrimoine à gérer plutôt qu'une mère à aimer. J'ai refermé l'enveloppe lentement, très lentement, avec une précision qui ressemblait à de la rage contenue. Puis j'ai pris la procuration en blanc, posée sur mon bureau depuis 2 jours. Je l'ai dépliée d'un geste sec. Je l'ai relue. Encore et encore, jusqu'à connaître chaque mot par cœur. Je voyais presque ma main tremblante y apposer ma signature. Je me suis souvenu de son sourire, de sa voix, de son ton. Et là, je me suis dit quelque chose que je n'avais encore jamais pensé, même dans mes pires nuits. Ma fille ne me protège pas. Ma fille me prépare. Elle me prépare à disparaître. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé des heures à écrire dans mon carnet noir. Dates, gestes, phrases exactes. J'ai tout consigné, méthodiquement, comme une enquêtrice silencieuse. Chaque détail, chaque anomalie, chaque déplacement dans la maison. Il n'y avait plus aucun doute. Elle avançait, étape par étape, pour prendre le contrôle total de ma vie,
sous prétexte de m'éviter les tracas. Le lendemain matin, à la première heure, j'ai sorti mon manteau. J'ai attrapé mon sac, rempli de documents, et j'ai prononcé tout haut, dans l'entrée, comme un serment. Aujourd'hui, je reprends le contrôle. Je suis partie en direction du cabinet de Maître Delorme, sans prévenir personne, sans faire de bruit, comme commencent les actes les plus importants de notre vie. Le matin de mon rendez-vous chez l'avocat, je me suis réveillée avant l'aube, sans avoir réellement dormi. La maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle avec moi. Je suis restée assise au bord du lit, les pieds nus sur le parquet froid. Je ne voulais pas encore me lever. Je voulais juste comprendre comment avait-on pu en arriver là. J'ai regardé mes mains, des mains de vieille femme, marquées, creusées, mais encore solides. Je les ai vues trembler, et je ne savais même pas si c'était de peur ou de détermination. Puis, presque machinalement, j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. Il était devenu mon refuge depuis quelques jours, un endroit où je pouvais enfin dire ce que je n'osais pas prononcer à voix haute. J'ai relu ce que j'avais écrit la veille, les dates, les signes, les phrases de ma fille, les documents déplacés, les choses subtiles mais lourdes de sens, et soudain, une évidence m'a frappée. Ce n'était pas moi qui changeais, c'était elle, ou peu, être que je n'avais jamais vu certaines choses trop occupées à aimer, à pardonner, à espérer le meilleur. J'ai refermé les yeux et j'ai laissé venir les souvenirs. Ils défilaient comme un vieux film dont la pellicule serait un peu brûlée sur les bords, des images d'elle enfant, de ses colères, de ses caprices, de son besoin constant de tout maîtriser, même son frère, même la maison. Et moi, toujours là, à amortir, avais-je créé, sans le vouloir, une adulte incapable de respecter les frontières des autres? J'ai pensé à mon mari. Lui aurait vu, lui aurait compris avant moi. Il aurait posé une limite, nette, ferme, sans agressivité, mais avec une autorité tranquille. Il me disait souvent, « Denise, ta bonté te perdra un jour, si tu ne fais pas attention. » Je riais. Je croyais qu'il exagérait. Mais ce matin-là, dans cette chambre froide, où la lumière de l'aube commençait à glisser sur les murs, je me suis dit qu'il avait raison. J'ai eu soudain un pincement au cœur. Et si je me trompais? Et si je voyais le mal là où il n'y en avait pas? Et si je me faisais des idées, influencée par la fatigue, la solitude, la peur de vieillir? Puis mes yeux se sont posés sur l'enveloppe beige posée sur la commode, celle où elle avait laissé ce formulaire prêt, rempli, ne manquant que ma signature. Cette trace matérielle d'un projet pensé sans moi, pour moi, mais surtout contre moi. Non, je ne me trompais pas. Je me suis levée lentement, je me suis habillée avec soin, comme pour retrouver un peu de dignité. Une jupe sombre, une chemise blanche et mon manteau gris. Je voulais me présenter devant l'avocat comme une femme lucide, pas comme une vieille dame dépassée par les événements. Avant de partir, je suis passée devant le miroir du corridor. Mes yeux étaient cernés, mais quelque chose dans mon regard avait changé. Il y avait une lueur que je n'avais pas vue depuis des années, quelque chose de ferme, de calme, presque souverain. J'ai respiré profondément, puis j'ai murmuré « C'est ma vie ». Pas un dossier. En descendant l'escalier, j'ai senti mes mains se serrer autour du sac qui contenait mes documents. Chaque pas résonnait comme une confirmation intérieure. J'étais en train de reprendre ma place, centimètre par centimètre. Arrivée dans la cuisine, je me suis arrêtée devant la fenêtre. Le jardin baignait dans une lumière pâle. Le lilas, même dénudé en cette saison, restait une présence rassurante. Je me suis promis mentalement que jamais, au grand jamais, je ne laisserai quiconque décider du sort de cette maison. Pas tant que je serai capable de tenir un stylo, pas tant que je saurai dire non. Je me suis installée quelques minutes, avec une tasse de thé, et c'est là que les questions les plus sombres ont commencé à émerger, celles qu'on n'ose pas formuler, parce qu'elles brisent quelque chose en nous. Pourquoi ma fille agissait-elle ainsi? Par peur? Par intérêt? Par amour mal placé? Ou par ce besoin de dominer qui avait toujours couvé en elle, comme une ombre? J'ai essayé de me rappeler quand elle avait changé de ton avec moi. Ce n'était pas brutal, c'était progressif, un maman devenu plus sec. Un « je m'occupe de tout » devenu un ordre à peine voilé. Un « tu ne comprends pas »
devenu un refrain humiliant. Et moi, je laissais faire. Un jour par fatigue, un autre encore par amour. En écrivant cela dans mon carnet noir, j'ai senti une douleur sourde monter en moi. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de procuration, c'était une question de respect, d'identité, de droit d'exister encore à mes propres yeux. La vérité, nue, brutale, s'est imposée à moi. Ma fille ne me voyait plus comme une femme, encore moins comme une mère. Elle me voyait comme un obstacle administratif. Cette pensée m'a presque coupé le souffle. Je me suis levée brusquement. J'ai rangé la tasse. J'ai refermé mon manteau. Et j'ai dit, presque en chuchotant, mais avec une force nouvelle, aujourd'hui, je ne me justifierai plus. Aujourd'hui, j'irai chercher la vérité. Et si je dois me battre seule, alors je me battrai seule. Puis, j'ai fermé la porte derrière moi. Le froid du matin m'a giflé, mais il m'a aussi réveillée. Je n'étais plus une femme effacée. J'étais une femme qui venait de se choisir, et j'avançais vers le cabinet de l'avocat, sans retourner la tête. Le cabinet de maître Delorme se trouvait dans une petite rue tranquille, derrière la mairie. Une façade discrète, presque terne, rien qui ne laisse deviner que là, entre ces murs, des vies entières se redressent ou s'effondrent. Je suis entrée, le cœur battant comme une horloge trop rapide. La secrétaire m'a souri avec cette politesse douce des gens habitués à voir des inquiétudes entrer avant même que les mots ne soient prononcés. « Madame, prenez place, maître Delorme arrive. » Je me suis assise dans un fauteuil en velours vert. J'ai serré mon sac contre moi, comme un bouclier. Je n'avais jamais consulté d'avocat de ma vie. C'était un monde étranger, un monde que je n'avais jamais pensé devoir affronter. Quand maître Delorme est arrivé, j'ai été surprise. Un homme d'une 50aine d'années, calme, le regard attentif, presque paternel. Il m'a tendu la main. « Alors, madame, que puis-je faire pour vous ?» J'ai ouvert mon carnet noir et je lui ai tout raconté. Pas seulement la procuration en blanc, mais les signes, les phrases, les intrusions, les documents disparus, tout, avec une précision glaciale que je ne me connaissais pas. Il m'a écouté, sans m'interrompre, notant parfois un détail, fronçant les sourcils quand je mentionnais le prélèvement bancaire inattendu. Quand j'ai terminé, un long silence a rempli la pièce, puis il a dit, d'une voix calme, « Madame, vous avez bien fait de venir. » Très bien fait. Ce que vous décrivez s'appelle une tentative de prise de contrôle patrimonial. Et vous n'êtes pas sans recours. Mes mains se sont mises à trembler légèrement. Il a ajouté, « Mais il faut agir, vite et méthodiquement. » J'ai senti une étrange chaleur me traverser. Depuis des semaines, je vivais dans la peur, l'incertitude, le doute. À cet instant, quelqu'un mettait des mots sur ce que je subissais. Quelqu'un me rendait ma réalité. Il m'a expliqué chaque étape, d'une voix posée, révoqué immédiatement la procuration en blanc, par écrit, daté, signé, envoyé, en recommandé, informer la banque, demander un gel temporaire des opérations effectuées par ma fille, sécuriser mes documents, en faire des copies certifiées, les mettre dans un lieu sûr, changer l'accès à mes comptes, créer un mot de passe bancaire personnel, envisager un testament mis à jour, sans en informer personne pour le moment, consigner tout dans mon carnet noir, qui deviendrait une preuve. Et surtout, madame, a-t-il ajouté, ne dites rien à votre fille avant que tout soit réglé. J'ai hoché la tête, je l'écoutais, comme on écoute une bouée. J'avais l'impression qu'une partie de moi se redressait enfin. Il m'a tendu une feuille. Voici la lettre de révocation. Je vais la rédiger pour vous. Vous n'aurez qu'à la signer. Je l'ai signée sans trembler. Curieux comme une signature peut parfois redevenir une arme. Avant de partir, maître Delorme s'est levé. Vous n'êtes pas seule, madame, et vous êtes bien plus lucide que vous ne croyez. En sortant du cabinet, j'ai ressenti une sensation étrange, à la fois fragile et invincible, comme si je renaissais avec chaque pas. L'après-midi, je me suis rendue à la banque. Le conseiller, un jeune homme pressé, a blêmi quand je lui ai montré la procuration. « Madame, une procuration en blanc? C'est extrêmement dangereux. Personne ne devrait signer cela. »
Je me suis tenue droite. Je l'ai révoqué ce matin. Je veux maintenant sécuriser tous mes comptes. Taisante, un humain. Il a hoché la tête, impressionné peu, être, puis il a tout mis en place. Nouveau code confidentiel, vérification des opérations douteuses, blocage de l'accès de ma fille. Quand il m'a ramené les documents à signer, j'ai senti une fierté nouvelle monter en moi. Je ne subissais plus, j'agissais. Le soir même, j'ai pris mes classeurs, je me suis assise à la table du salon, et j'ai commencé un travail minutieux, presque sacré, reconstituer ma vie sur papier. J'ai trié, classé, recopié, daté. J'ai créé un double de chaque document important. Je les ai rangés dans une pochette rouge que j'ai glissée sous mon lit, une pochette qui ne quitterait plus jamais ma maison qu'avec moi. En travaillant, j'ai compris que cette préparation n'était pas seulement une défense administrative, c'était une reconquête intérieure. Chaque document retrouvé, chaque signature apposée, chaque note prise dans mon carnet noir était une manière silencieuse de dire « Ma vie m'appartient encore ». Vers minuit, j'ai enfin fermé le dernier classeur. La maison était plongée dans une douceur étrange. Je me suis servi une tisane et je me suis assise dans le silence. Et là, sans prévenir, quelque chose a surgi en moi, une colère froide, pure, nécessaire. Pas une colère qui détruit, une colère qui éclaire, celle qui dit « assez », celle qui dit « je ne serai pas effacée », celle qui dit « tu as voulu me contrôler, mais tu as réveillé ma lucidité ». Je me suis regardée dans la vitre sombre de la fenêtre et j'ai murmuré « tu voulais gérer ma vie, tu vas découvrir que je sais encore la mener ». Puis, j'ai éteint la lumière, prête, solide, armée de vérité. Le piège pouvait commencer à se refermer, calmement, silencieusement. Je croyais être prête. Je croyais que, parce que j'avais consulté un avocat, révoqué la procuration, sécurisé mes comptes et mis mes papiers à l'abri, rien ne pourrait plus m'atteindre. Mais rien ne prépare jamais vraiment au moment où la vérité froide, nue, irréfutable, s'abat sur ceux qui pensaient tout contrôler. Le piège ne s'est pas refermé d'un seul coup. Il s'est refermé comme se ferment les portes lourdes d'un vieux coffre-fort, lentement, inexorablement, avec un claquement final qui ne laisse aucune échappatoire. Tout a commencé un jeudi matin. J'étais dans mon jardin, en train de tailler doucement les branches mortes du lilas, quand j'ai entendu le bruit d'une voiture qui se garait devant la maison. Je n'attendais personne. En me retournant, je l'ai vue. Vêtue de son manteau beige, celui qu'elle porte toujours quand elle veut paraître irréprochable. Son sac à main pendait à son épaule comme une arme bien rangée. Elle est descendue de voiture d'un pas décidé. Je savais déjà que quelque chose se préparait. Je le sentais dans l'air, dans ma propre poitrine. « Maman, il faut qu'on parle. » Sa voix était tranchante, rapide, nerveuse. Elle n'était pas venue me voir. Elle était venue me gérer. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier avant de lui ouvrir la porte. À peine entrée, elle a posé son sac sur la table, comme on pose un dossier en urgence. « Qu'est-ce que tu as fait avec la banque ?» Ses yeux s'étaient rétrécis. « Pourquoi on m'a bloqué l'accès ? Pourquoi ils ont dit que la procuration n'était plus valable ?» Je n'ai pas tremblé. Je me suis simplement servi un verre d'eau. Puis j'ai dit, calmement, « Parce qu'elle est révoquée. » Elle a blêmi. Ses mains ont tremblé d'une colère qu'elle tentait de contenir. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta fille. Je te protège. Tu n'as pas le droit de… » J'ai levé la main. Un geste lent, digne, silencieux. Elle s'est tue, surprise. « Je n'ai plus besoin qu'on me protège contre moi-même, » ai-je répondu, et encore moins qu'on m'efface petit à petit. Elle s'est laissée tomber sur la chaise, abasourdie. Elle ne s'attendait pas à ce ton, pas à cette femme-là. Alors, d'une voix plus basse, presque susurrée, elle a tenté une autre approche. « Maman, tu ne te rends pas compte. Je voulais juste t'aider. Tu m'as inquiétée, tu oublies des choses, tu… » Non. Le mot a claqué dans la cuisine, comme un verre qui se brise. Je ne l'avais pas dit ainsi depuis des années. Elle s'est redressée, les joues rouges. « Tu te fais manipuler par quelqu'un, c'est ça? Par un ami, un voisin? Tu n'as pas les capacités de gérer tout ça seul. » J'ai senti en moi une force tranquille émerger, une force ancienne,
celle d'une femme qui a tenu toute une maison, élevé 2 enfants, payé un crédit, traversé un veuvage, et qui ne laisserait personne lui voler sa dernière liberté. Je suis allée chercher un dossier. Le dossier que maître Delorme m'avait préparé. Je l'ai posé doucement sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « C'est la réalité. » J'ai ouvert le dossier. D'un côté, la lettre de révocation officielle, l'accusé de réception de la banque, la preuve du prélèvement non autorisé, les copies des documents déplacés, les photos que j'avais prises de mes classeurs dérangés, les notes détaillées de mon carnet noir. Elle a feuilleté le tout, au début, avec assurance. Puis, au fil des pages, sa respiration a changé, plus courte, plus rapide, presque haletante. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle croyait avoir affaire à une vieille femme distraite. Elle découvrait une adversaire méthodique. « Tu as pris un avocat ?» ?»« Oui. » Elle s'est levée brusquement. « Tu me fais passer pour une voleuse maintenant ? Pour une manipulatrice ? Pourquoi ?» Je l'ai regardée, longuement, et je lui ai dit, sans hausser la voix, « Je ne te fais rien passer. Je regarde simplement les faits. » Elle a frappé du poing sur la table. « C'est insensé. Tu ne comprends donc pas que je voulais éviter que tu deviennes un poids, que je voulais t'éviter des erreurs ? J'essayais de t'aider. » Le mot « poids » m'a transpercé, mais je suis restée immobile. « Aider est une chose, » ai-je murmuré. « Contrôler en est une autre. » Elle a tourné la tête, furieuse, mais je voyais sous la colère une autre expression, la peur d'avoir perdu, la peur que sa manœuvre calculée échoue, la peur que sa mère retrouve une voie. « Qu'est-ce que tu veux maintenant » a-t-elle craché. J'ai respiré lentement, puis, d'une voix douce, mais ferme, « Je veux que tu comprennes que je suis encore chez moi, encore capable, encore vivante. » Elle a saisi son sac, a balbutié quelque chose d'incompréhensible, puis a quitté la maison en claquant la porte. Le bruit a résonné longtemps, mais il n'a rien détruit. Au contraire, il a scellé quelque chose en moi. Je suis restée debout un moment, dans le silence. Puis, j'ai repris le dossier. Je l'ai rangé dans ma pochette rouge, avec une précision presque cérémonielle. Le piège ne s'était pas refermé contre elle. Non, il s'était refermé contre son idée de moi. La femme, qu'elle croyait affaiblie, venait de revenir, avec la loi, avec la lucidité, avec la dignité retrouvée. Ce n'était pas une victoire bruyante, c'était mieux que cela, un retour à moi-même. Les jours qui ont suivi cette confrontation ont laissé dans la maison un silence étrange, un silence plus épais que d'habitude. Je n'arrivais pas à savoir s'il s'agissait d'une paix nouvelle ou du calme avant une tempête annoncée. Je continuais à vivre ma vie, à faire mon café le matin, à arroser le lilas, à ranger mes papiers dans ma pochette rouge, comme si chaque geste quotidien me ramenait à une normalité plus solide. Mais quelque chose avait bougé, et je savais que ma fille ne resterait pas silencieuse longtemps. La tempête est arrivée le dimanche suivant. J'étais en train de peler des pommes pour une compote lorsque j'ai entendu des pas rapides sur le gravier. Je n'ai même pas eu le temps de me retourner. La porte d'entrée s'est ouverte brutalement sans frapper. Elle avait gardé le double des clés. Ma fille est entrée comme une bourrasque. Derrière elle, Paul, mon fils, lui que je n'avais pas vu depuis des semaines, lui dont la voix douce avait si souvent servi de rempart entre sa sœur et moi autrefois. Je les ai regardés, interdites, la main encore posée sur la pomme pelée à moitié. « Maman, on doit parler. » Sa voix était tendue, plus aiguë que d'habitude. Elle marchait déjà vers moi, sans s'asseoir, sans respirer, comme si elle devait imposer son récit avant que le mien ne puisse exister. Paul m'a appelé, hâté, elle lançait. Il ne comprend pas ce que tu fais. Personne ne comprend pourquoi tu te retournes contre ta propre famille. Paul s'est avancé, mal à l'aise. Maman, pourquoi tu as tout bloqué? Pourquoi tu l'accuses? Pourquoi tu agis dans son dos? On aurait pu s'expliquer sans passer par un avocat. J'ai senti un nœud me serrer la gorge. Voilà ce que je craignais. Elle avait construit son récit. Elle avait retourné la situation. Elle m'avait devancé. Je n'ai accusé personne, ai-je dit d'une voix calme. J'ai simplement protégé mes droits, ma vie, mes comptes. Ma fille a éclaté de rire, un rire sec, nerveux. Ta maison? Tes comptes?
Tu parles comme si tu étais une héritière poursuivie par des vautours. J'ai respiré profondément. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier, lentement. Puis, je me suis avancée vers eux. Je parle comme une femme qui refuse de devenir invisible. Ai-je murmuré. Elle a levé les yeux au ciel. Tu dramatises tout. Tu vois le mal partout. Tu n'es plus toi-même. Paul, dis-lui. Mon fils a baissé la tête. Il triturait son alliance, un tic qu'il avait quand il était mal à l'aise. Maman, peut être que tu te sens un peu dépassée. On veut seulement t'éviter des ennuis. Tu pourrais, je ne sais pas, faire confiance à ta propre fille. Je l'ai regardé. Paul, mon fils doux, mon enfant sensible, mais aussi l'homme qui, depuis toujours, se rangeait du côté de ceux qui faisaient le moins de vagues. Je n'ai jamais demandé qu'on gère ma vie à ma place, ai-je dit, et encore moins qu'on fouille mes tiroirs, qu'on ouvre mon courrier ou qu'on prélève de l'argent sur mon compte sans mon accord. Ma fille s'est figée. Paul m'a regardé, surpris. Quoi? Quel prélèvement? Elle a blêmi, très légèrement. Mais je l'ai vu. Rien. Hâté. Elle coupait. Ce n'est rien. Un détail. Quelque chose que j'ai anticipé pour elle. Paul s'est tourné vers sa sœur, cette fois avec un regard qu'elle n'a pas aimé du tout. Tu ne m'en as jamais parlé, parce que tu dramatises tout, a-t-elle répliqué. Maman est vulnérable. Tu ne comprends pas que je faisais ça pour nous? Pour éviter des catastrophes? Elle oublie des choses. Elle se laisse avoir par n'importe qui, tu crois que… Arrête. Le mot est sorti de ma bouche tout seul. Net, tranchant. Il a coupé sa phrase en plein vol. Elle m'a regardé, comme si je venais de lui gifler l'âme. Je n'oublie rien, ai-je dit, rien du tout. J'ai tout noté, tout daté, tout observé. Et j'ai vu comment tu avances, pas pour m'aider, mais pour me remplacer. Un silence s'est abattu dans la pièce. Paul a murmuré. Remplacer? Je me suis tournée vers lui. Elle veut décider à ma place. Gestion de patrimoine, contrôle des comptes, procuration totale, et même les papiers de la maison. Il a ouvert la bouche, choqué, puis s'est tourné lentement vers sa sœur. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle a blêmi davantage. Je faisais ça pour le bien de tout le monde. Pour ton bien? Ai-je corrigé doucement? Pas pour le mien. Elle a pris sa tête entre ses mains. Vous êtes fous? Tous les deux. Vous ne comprenez rien. J'essayais d'éviter que tout parte en vrille quand elle ne sera plus capable. Paul a tapé du poing sur la table. Un geste rare, un geste qui l'a fait trembler lui-même. Le problème, c'est que là, c'est toi qui la rends incapable, dit-il d'une voix dure. Elle l'a fixé, hébété, trahi, peut être, ou juste surprise d'être enfin contestée. Alors, tout a éclaté, comme une digue qui cède. Ils se sont mis à se disputer l'un l'autre. Accusations, reproches, secrets étouffés, vieille jalousie d'enfance, ressurgissant comme des bêtes dormantes. Je n'ai rien dit. Je me suis juste assise. J'ai posé mes mains sur mes genoux et j'ai regardé cette scène de loin, comme si je n'étais plus le centre de ce chaos, mais son révélateur. Ma fille a pleuré. Paul a crié. Elle a crié plus fort. Puis elle est sortie, en claquant la porte. Encore, toujours. Paul est resté, le souffle court, les mains tremblantes. Maman. Je suis désolée. Maman. Je lui ai simplement serré la main. Il fallait que la vérité sorte. Ai-je murmuré, même si ça fait mal. Esben, il est parti quelques minutes plus tard, l'air accablé, écrasé par ce qu'il venait de voir. Quand la maison s'est enfin retrouvée vide, le silence est revenu. Mais ce n'était plus le même silence. Ce n'était plus un silence de peur, ni de solitude. C'était un silence de vérité. Un silence qui annonçait la fin d'un monde et le début d'un autre. Après l'éclatement familial, je me suis retrouvée seule dans la maison, seule, mais pas brisée. Pendant des jours, j'ai circulé dans ces pièces comme on marche dans les couloirs d'un vieux navire après une tempête. Les murs tenaient encore, mais les vibrations intérieures continuaient de résonner. Je n'avais pas de haine dans le cœur, seulement une fatigue profonde, une lassitude que je ne m'étais jamais autorisée à ressentir quand j'étais mère, épouse, femme active. Un matin, alors que je préparais du café,
J'ai ouvert les volets et j'ai regardé le jardin. Le lilas, encore nu, dessinait ses branches fines sur le ciel clair. Il n'avait pas besoin de bruit pour exister. Et je crois que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris que moi non plus. L'idée a commencé à germer ce matin-là, sans fracas. Et si je partais, pas par fuite, pas par chagrin, mais pour recommencer, pour vivre une vie à moi, et non une vie constamment menacée d'être administrée par d'autres, cette pensée m'a effrayée. Puis, elle m'a réchauffée. J'ai pris mon carnet noir et j'ai écrit, sur une page blanche, « Je veux une vie à moi ». Ces mots m'ont fait l'effet d'une délivrance. 3 semaines plus tard, tout était prêt. J'avais vendu quelques objets dont je n'avais plus besoin, trié mes affaires, confié certains meubles à Paul qui venait désormais me voir seule. Les épaules lourdes, mais le regard plus droit. Nous parlions peu de sa sœur. Ce n'était plus nécessaire. Il avait vu, il avait compris. Un jour, il m'a dit, « Maman, si un jour tu veux changer d'air, je peux t'aider à trouver quelque chose. » Je n'ai rien répondu sur le moment, mais la graine était plantée. Quelque temps après, j'ai trouvé, par hasard, une annonce dans le journal local, un petit appartement en bord de mer, à 1 heure de route. Une pièce lumineuse, un balcon, et la mer en face. Un nom de rue qui sonnait comme une promesse. Rue des Mouettes. Je suis allée visiter. Le vent portait l'odeur du sel. Les murs étaient blancs, simples, propres. La lumière entrait en larges bandes dorées. J'ai su, tout simplement, sans hésiter, que c'était là. Je n'avais pas besoin d'un palace. Je n'avais besoin que d'un lieu où personne ne pourrait entrer sans frapper, où aucun tiroir ne serait jamais ouvert sans mon consentement, où ma liberté serait entière, même minuscule. J'ai signé le bail. J'ai refermé mon carnet noir et j'ai souri. Le jour où j'ai quitté la maison familiale, je me suis réveillée très tôt. J'ai descendu les escaliers une dernière fois, en caressant la rampe en bois que mon mari avait installée. J'ai touché les murs, les fenêtres, la table de la cuisine. Chaque objet portait une histoire, un souvenir, un chuchotement. J'ai arrosé le lilas, beaucoup plus longtemps que nécessaire, puis j'ai tourné la clé dans la serrure. Lentement, je n'ai pas pleuré. La maison ne perdait pas une mère, elle libérait une femme. Paul est venu m'aider à charger quelques cartons. Il était silencieux, mais son silence n'était pas un reproche, c'était une présence. Quand tout fut prêt, il m'a serré longuement dans ses bras. « Tu fais ce qu'il faut, maman. » J'ai hoché la tête. Je le sais, ma nouvelle vie a commencé doucement. Le premier matin, j'ai ouvert les volets sur la mer. Le vent était frais, mais doux. Je me suis préparé un café et je me suis installée sur le balcon, les coudes posés sur la rambarde, les yeux perdus dans le mouvement lent des vagues. Je n'avais pas ressenti une telle paix depuis des années. Chaque jour, je redécouvrais des choses simples. Marcher lentement, au bord de l'eau, acheter du pain dans une petite boulangerie où personne ne connaissait mon nom, lire un livre sans surveiller le téléphone, à laisser la brise porter mes pensées plus loin que mes inquiétudes. Les gens du quartier étaient chaleureux, sans être intrusifs. La boulangère me disait « Bonjour, Madame Denise », avec un sourire sincère. Le vieux monsieur Dudeuse m'offrait parfois des oranges de son jardin. La voisine du dessus tapait doucement à ma porte, juste pour me donner un reste de tarte ou des fleurs fraîches. Je n'avais plus besoin de me justifier. Je n'avais plus à craindre qu'on fouille mes papiers. Je n'avais plus à prouver que j'étais capable. Je l'étais, je l'avais toujours été. Mais maintenant, je me le rappelais. Parfois, le soir, quand le ciel devient rose, je pense encore à ma fille, pas avec rancune, pas avec vengeance, avec une forme de tristesse douce et une compréhension tardive. Certaines personnes, même adultes, ne voient pas la frontière entre aider et dominer, entre aimer et contrôler, entre rassurer et enfermer. Peut être qu'un jour, elle comprendrait, ou peut être pas. Je n'attendais plus. J'ai choisi la paix, la mienne, celle que personne ne pourrait plus jamais signer à ma place. Un soir, j'ai ouvert mon carnet noir. La dernière page était encore blanche. Je l'ai remplie lentement, à la lumière d'une petite lampe. Je suis partie. Je n'ai pas fui. J'ai repris ma place dans le monde. Une place modeste, mais entière. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivante. J'ai posé le carnet sur la table, dehors.
La mer respirait. Et moi aussi. Il y a des soirs où la mer semble plus proche qu'à l'accoutumée, comme si elle avançait lentement pour venir frôler le balcon où je m'assois. Ce soir-là, justement, le vent apportait cette odeur salée qui ouvre la mémoire, comme on entr'ouvre une vieille malle. J'ai allumé une bougie, une habitude que j'ai prise ici, dans mon petit appartement. La flamme danse doucement, comme une respiration que je reconnais. Je suis restée un long moment à la regarder. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ma vie n'était pas finie, parce qu'un lien familial s'était déchiré. Il m'a fallu encore plus de temps pour accepter que je n'étais pas obligée de recoudre ce lien immédiatement, ni peut être jamais. On nous apprend, quand nous sommes mères, que tout doit être pardonné, tout doit être réparé, que notre place reste toujours au centre du foyer, même quand ce foyer ne nous respecte plus. Mais ce soir, dans la lumière douce de cette bougie, je sais que ce n'est pas vrai. J'ai élevé mes enfants avec le meilleur de moi-même. J'ai aimé sans compter. J'ai pardonné sans compter. Et parfois, aimer trop signifie disparaître un peu. Cela, je ne l'ai compris que tardivement. Dans mon silence retrouvé, ici, face à la mer, j'ai enfin perçu toutes ces années où je me suis effacée pour maintenir la paix. Mais la paix n'est rien. Si elle se construit sur l'effacement d'un seul, c'est une paix bancale, une paix injuste. Je n'en veux pas à ma fille. Du moins, plus comme avant. Il y a encore une douleur. Bien sûr, une pointe de tristesse qui traverse mon cœur quand je pense à elle enfant, à ses cris de joie dans le jardin, à sa main qui serrait la mienne trop fort. Mais la colère est partie. Elle s'est dissoute, comme les vagues effacent les traces de pas sur le sable. La vérité, c'est que ma fille a eu peur, peur de vieillir à travers moi, peur de perdre le contrôle, peur de voir une fragilité qu'elle refusait d'accepter la mienne, peut être, mais surtout la sienne. Et parfois, ceux qui ont peur serrent trop fort. Ils étouffent, ils contrôlent, ils justifient leurs gestes au nom de l'amour. Mais l'amour sans respect n'est qu'une cage. Je ne suis plus dans cette cage. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de Paul, une vraie lettre, écrite à la main, comme on n'en fait presque plus. Il me parlait de son travail, de sa femme, de leurs projets, et à la fin, il a écrit « Maman, sache que tu n'as pas choisi la fuite, tu as choisi ta liberté, et je suis fière de toi. » J'ai relu cette phrase au moins 10 fois, pas parce qu'elle était nécessaire, mais parce qu'elle était douce. Elle venait balayer une vieille culpabilité que je portais encore, sans même m'en apercevoir. Depuis que je vis ici, les jours suivent un rythme qui m'appartient. Je marche au bord de l'eau, je lis, j'écoute la radio, je prends le thé avec ma voisine du dessus qui me raconte sa jeunesse. Je regarde les pêcheurs rentrer au port. Personne n'entre sans frapper. Personne ne déplace mes papiers. Personne ne signe à ma place. Je suis redevenue propriétaire de moi-même. Il m'arrive, certains soirs, de me demander si ma fille pense à moi, si elle regrette, si elle comprend les conséquences de ce qu'elle a tenté de faire. Je n'attends pas son appel. Je n'attends plus rien d'elle. Mais quelque part dans un coin de mon cœur, une petite porte reste entr'ouverte, pas pour revenir en arrière, non, jamais, mais pour accueillir peu. Je ne sais pas si cela arrivera, et cela n'a plus d'importance. Il y a une chose que j'ai comprise ici, dans ce petit appartement, où la mer frappe comme une horloge vivante. Le silence n'est pas toujours une défaite. Il peut être une façon de s'écouter enfin, de quitter les cris pour mieux entendre son propre souffle. J'ai retrouvé ce souffle. Je le reconnais, dans le léger tremblement de la flamme, dans le bruit régulier des vagues, dans le froissement doux des pages de mon livre quand je les tourne. Ce souffle-là n'est plus celui d'une femme qui doute. C'est celui d'une femme qui a décidé de ne plus vivre à moitié. Je ne cherche plus à prouver ma valeur. Je ne cherche plus à justifier ma lucidité. Je ne cherche plus à être la mère parfaite que j'ai essayé d'être pendant 70 ans. Je suis simplement moi. Et c'est suffisant. Je ne dirai jamais que ce qui s'est passé a été facile. Il y a eu des nuits de doute, des larmes que personne n'a vues, des remords, des questions sans réponse. Mais il y a surtout eu cette certitude qui a grandi, patiemment, au fil des jours. J'ai repris ma vie en main, sans fracas, sans vengeance, avec des gestes précis, avec un avocat, avec une pochette rouge et un carnet noir.
Certains appellent cela du courage. Je pense que c'est simplement de la survie, celle des femmes qui ne veulent pas mourir avant l'heure. Alors, ce soir, en regardant la mer devenir noire sous les premières étoiles, je murmure pour moi-même et pour toutes celles qui se taisent depuis trop longtemps. Le silence peut aussi être une forme de justice.